essaie de s'adapter aux nouvelles technologies et de mettre tout sur le site de l'ULB, de telle manière à ce qu'on puisse profiter des conférences et qu'on puisse les ressourcer et les redonner dans les autres années. Merci. Donc, je vous présente Pierre Meert, professeur à l'ULB. Il va vous présenter une conférence à partir d'une personnalité que je trouve personnellement très, très importante, Duvigneau. C'est aussi un professeur de l'ULB qui, dans les années, j'espère que je ne vais pas me tromper de date, dans les années 60, a présenté un livre sur la synthèse écologique, dont, en tout cas, les schémas, à la fois autant le contenu de ce schéma que la forme de ce schéma, avait une puissance d'image très forte. Je vous ai parlé très souvent des images de pensée. Je pense que Duvigneau a réussi à faire une synthèse très importante à ce niveau. Et en même temps, je pense à partir de cette personnalité, Pierre Meert a mis en place à la fois un colloque et aussi une nouvelle synthèse écologique. C'est un livre qui est sorti tout à fait récemment, sous sa direction, que je vous enjoins d'acheter éventuellement de lire. De l'écologie scientifique au développement durable. C'est une collaboration avec le CIVA, Centre international du ville et de l'architecture. À l'intérieur de ce livre, il a réuni une série de spécialistes sur l'écologie, développement durable, j'imagine avec une vraie sensibilité scientifique. Et donc, l'idée était de vous le présenter parce qu'en même temps, ce professeur de l'université a en même temps, en ayant fait cette synthèse écologique, il a voulu aussi voir comment on pouvait le traduire au niveau de l'urbanité. Et donc, réussir à la fois à capter cette synthèse écologique, mais en même temps, de se dire c'est un outil. Et cet outil, je peux l'appliquer à une autre forme, en tout cas à un autre type d'organisation, était particulièrement intéressant. Donc je cède la parole à Pierre. Merci beaucoup pour l'accueil. D'abord, je voulais remercier M. Nering de m'avoir invité aujourd'hui. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des contacts entre facultés. Il y en a trop peu. Donc moi, je suis à la faculté des sciences. On connaît très mal les autres facultés de l'université, donc c'est assez sympa de pouvoir se rencontrer. Alors, je sais aussi que les conférences de fin de journée, c'est parfois fatigant pour tout le monde, pour le public comme pour l'orateur. Donc, je vais essayer de vous la faire sous la forme d'une histoire. Donc, je vais essayer de vous raconter l'histoire de la carrière scientifique d'un homme important, Paul Duvigneau, un botaniste qui a traversé, au fond, 50 ans d'histoire des sciences en Belgique. Et au terme de cette carrière, il débouche sur l'écologie urbaine. C'est un petit peu l'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Et donc l'histoire commence dans les années 30 et 40. À ce moment-là, de quoi s'occupent au fond les botanistes et les écologues, on ne disait pas encore ça d'ailleurs, de quoi s'occupent-ils? Mais ils s'occupent de décrire la végétation. Et décrire la végétation, c'est une science qu'on a appelée la phytosociologie, c'est-à-dire la science des associations de plantes. Et très souvent, c'est en fait de l'analyse de paysages végétaux. On pourrait peut-être essayer d'occulter un tout petit peu plus, parce que... Donc c'est de l'analyse de paysages végétaux. Et Paul Duvigneau commence sa carrière dans ce courant de pensée qui consiste, voilà, merci, à déchiffrer les paysages végétaux. Vous allez voir que cette base, on va la retrouver dans la suite de la carrière et elle va expliquer beaucoup de choses. Expliquer les paysages végétaux, c'est essayer de comprendre les mécanismes qui expliquent ces mosaïques végétales. Regardez dans cet élément de paysage, il y a manifestement des unités de végétation très différentes. Il y a des variations qui sautent aux yeux à la couleur et qui correspondent à des variations de la composition du tapis végétal.
Et c'est de ça que s'occupe la phytosociologie. Comment peut-on décrire ça et analyser ça? Et pour décrire et analyser ça, on développe dans les années 40 une méthode d'exploration qui travaille par coupe topographique. C'est ce qu'on appelle des transects écologiques. Et le long de ces coupes, Duvigneau met en évidence la manière dont les plantes se relayent, si vous voulez, le long de la pente ici. Le long de la pente, qu'est-ce qui change? L'humidité, certainement, la profondeur du sol, sûrement aussi, le pH. Et si vous couplez toutes ces variations entre elles, vous obtenez toute une mosaïque de conditions qui vont correspondre à une mosaïque de végétation différente. Donc en résumé, c'est une dissection du tapis végétal en ses différents éléments associés au milieu. C'est une démarche de description des végétations. Deuxième phase de la carrière. Vous savez que dans les années 30, 40, 50, l'exploration biologique du Congo va jouer un rôle capital dans le développement des sciences naturelles en Belgique. Parfois quelque chose qu'on a tendance à oublier. L'exploration scientifique du Congo a stimulé les sciences naturelles d'une manière extraordinaire. Et Duvigneau va s'embarquer pour le Congo en 1948. Donc il fait une première mission au Congo qui va le faire traverser tout le Congo méridional. Pendant 9 mois, il part de l'ouest du Congo et va rejoindre le Katanga. Donc 9 mois de missions de terrain, un petit peu des missions d'exploration, comme on en faisait pas mal à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il en ramène? Mais il en ramène notamment la première carte de végétation du Congo méridional. Il faut bien s'imaginer que toutes ces cartes de végétation, vous trouvez dans les atlas, ont dû être à un moment donné établies par des gens qui ont dû aller sur le terrain, traverser toutes ces unités de végétation, les observer, les décrire, les analyser. C'est ce que Duvigneau fait en 9 mois, et c'est lui qui va dessiner cette carte de végétation du Congo méridional qui reste un classique. Il développe les méthodes de ce qu'on va appeler la géobotanique. C'est un moment important dans l'histoire de l'écologie. La géobotanique, comme son nom l'indique, c'est une discipline très riche au carrefour de la botanique, de la géographie et de la géologie. Donc c'est une science d'intersection dans laquelle on met en œuvre des outils, des concepts typiquement issus de la géographie et de la géologie. La méthode des transects topolithologiques, c'est-à-dire des coupes géographiques qu'on trace dans des paysages complexes pour les disséquer. La notion de toposéquence, c'est-à-dire des motifs répétitifs dans les végétations, le long de systèmes de collines avec des versants, des sommets, des vallées. La notion de caténa, c'est un mot important aussi de la géographie physique. Une caténa, c'est un élément qui se répète dans un paysage et le long duquel la végétation varie. Et voilà où il met en œuvre ces concepts. Regardez ce paysage extraordinaire. Alors, où sommes-nous? Nous sommes au Katanga. Que sont ces espèces de bosses? Ce sont des affleurements naturels de cuivre et de cobalt. Donc c'est le seul endroit du monde où les roches riches en cuivre et en cobalt affleurent à la surface du sol. Et donc le cuivre et le cobalt, ce sont des éléments toxiques. Et vous voyez que l'effet sur la végétation est stupéfiant, puisque toute la forêt environnante est chassée de ces collines par la toxicité du cuivre et du cobalt. Donc c'est un modèle expérimental assez étonnant. Et Duvigneau va appliquer là-dessus les méthodes de la géobotanique. Il va publier notamment un ouvrage classique, Les savanes du Bas-Congo. Voilà un extrait de ses carnets de terrain. Donc sur le terrain, vous voyez on est en 1948, c'est quand même assez étonnant, il a une vision déjà très paysagère, très intégrative. Il fait des esquisses, il fait des croquis de coupes
dans les paysages. Donc ça, c'est un carnet de terrain, c'est vraiment son travail de terrain. Observer des végétations, les situer sur un système topographique complexe et les mettre en relation avec le substrat, avec la roche, avec l'humidité du sol, etc. Et on va retrouver dans ces publications, à peu près à l'identique, des schémas de ce type-là. Donc voilà sa vision des végétations sur ces collines de cuivre, avec des situations topographiques contrastées, des sommets, des versants sur des affleurements rocheux, des plaines sur des sols profonds, des vallées avec des alluvions. Donc vous retrouvez tous les éléments du paysage qu'il décrit. On trouve toute une série de schémas de ce type-là dans ses travaux. C'est typiquement l'apogée de ce qu'on appelle la géobotanique, donc celle qui s'occupe de relier la végétation à la géologie, à la géographie. Très 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 belle discipline en fait. Encore un schéma de ce type-là, ça c'est dans l'est du Katanga. Vous voyez le souci aussi de la représentation picturale. Donc Duvigneau a toujours accordé de l'importance au schéma, aux figures, au visuel. Donc toutes ces publications sont très illustrées. Alors un de ses travaux classiques, c'est ceci, c'est Cuivre et végétation au Katanga. Un titre étonnant, issu de sa rencontre avec les collines de cuivre. En voilà une. Regardez le genre de choses qu'on trouve au Katanga. On voit littéralement la contamination. Vous avez l'arête là du sommet, c'est l'affleurement de cuivre et de cobalt. Donc on est là à des teneurs de l'ordre de 2% de cuivre dans le sol. Donc c'est 100 fois plus que dans un sol normal. Donc là, la colline que vous voyez là, vous savez, nous les botanistes, on est un peu naïfs. Et donc un jour, j'ai eu la chance d'aller là, de parler avec les sociétés minières qui possèdent ces collines et d'envisager avec eux la conservation d'un certain nombre de ces collines pour leur valeur géographique, paysagère, botanique. Et la réponse a été, avez-vous $1 milliard? Donc parce que l'ensemble ici, cuivre, cobalt, etc., le gisement, ça fait $1 milliard. Pas uniquement une colline, une chaîne de collines. Donc c'est colossal. Contamination des gradients. On voit le long de la pente, on voit pratiquement la diffusion du cuivre et du cobalt le long de la pente. Ça génère un motif dans la végétation, ce qu'on appelle une zonation de la végétation. Donc ça excite beaucoup les botanistes. Dès le moment où vous voyez des variations écologiques qui se traduisent dans la végétation, ça génère des hypothèses de travail. Et donc Duvigneau va appliquer ces méthodes développées en Europe pour décrire ce genre de choses tout à fait extraordinaires. Et il va publier des transects classiques. Donc le transect qui est ici, c'est la colline que vous venez de voir, vue par l'œil de la géobotanique. Vous retrouvez l'affleurement rocheux, la pente avec les colluvions rocheuses, le bas de pente avec des éléments plus fins, la gradation dans la végétation, etc., etc. Troisième phase. Donc nous entrons dans un moment critique de l'histoire des sciences. C'est l'avènement du concept d'écosystème. Le livre fondateur, c'est ceci. C'est un livre de 2 écologues américains, 2 frères, les frères Odom, qui publient en 1953 ce qui est considéré comme le point de départ de l'écologie fonctionnelle moderne, Fundamentals of Ecology. C'est un livre capital. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? En fait, c'est ce que j'ai appelé ici l'unification des sciences naturelles et des sciences exactes. Alors, regardez d'où on vient. Je reviens 2 ou 3 dias en arrière. Nous revenons d'une science qui, au fond, décrit des paysages, et nous arrivons en 1953 à une science qui va représenter les mêmes systèmes
par des notations de type physico-chimique en utilisant les concepts de la thermodynamique, puisque les écosystèmes sont le siège de flux de matière, d'énergie. Vous voyez que c'est des tuyaux, c'est des bifurcations, ça entre, ça sort, ça circule. C'est un changement, comme on dirait, de paradigme. On passe d'une écologie de contemplation, je dirais, à une écologie de mouvement et de dynamisme. Et donc on passe d'une nature décor à une nature en action. C'est un moment très important dans l'histoire de l'écologie. 3 concepts vont se développer. Le concept de productivité. Un écosystème, ça produit de la matière. On y reviendra. Un écosystème, c'est le siège de flux de matière et d'énergie. Ça circule. C'est le siège de cycle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du système, la matière est recyclée. Dans les années 60, après la publication du livre des frères Odom, il va y avoir un mouvement de collaboration internationale intense pour mesurer ces flux et ces productions à l'échelle mondiale. C'est un moment assez excitant de l'histoire des sciences, avec le programme biologique international, un grand effort soutenu par l'UNESCO, de collaboration réellement multilatérale. Tous les pays s'y mettent, en tout cas ceux du bloc de l'Ouest. On reviendra là-dessus tout à l'heure. On va fonder le SCOPE, donc le Scientific Committee on Problems of the Environment. Et en Belgique, on va fonder le Centre national d'écologie. Donc voilà un changement dans la dynamique de la recherche. On passe dans une structure collaborative. Et Duvigneau a l'intelligence de s'inscrire là-dedans. Et donc, vous savez, dans l'histoire de la carrière d'un homme, il y a plein d'événements qui échappent à sa volonté. Et notamment un événement clé, il était au Congo. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus au Congo? Mais parce qu'en 60, le Congo belge, c'est fini. Et donc il faut aussi, ça c'est vraiment un truc important à retenir, quand on étudie la carrière scientifique de quelqu'un, il faut la replacer dans son contexte historique, politique, avec les contingences qui échappent au contrôle de l'individu. Donc là, il ne peut plus aller au Congo facilement, continuer ses recherches. En même temps, il découvre le livre des frères Odom et il a l'intelligence de sauter dans le train. Et non seulement il va sauter dans le train, mais il va tirer le train. Il va obtenir des financements assez importants pour installer en Belgique, à Virel notamment, une station de mesure de ces flux de matière dans les écosystèmes. Alors, il travaille en forêt. Donc ici, nous sommes dans la forêt de Virel, sur le plateau de Blémont, pour ceux qui connaissent. On installe une tour sur laquelle sont mis en place des instruments de mesure physique du rayonnement, des pluviomètres, pluviographes. On collecte au sol des litières, on récolte la production, on mesure tout ce qui est mesurable dans le système. Et donc Duvigneau met en place cette station d'observation qui va générer, regardez ici, on collecte les flux d'eau. Figurez-vous que l'eau qui circule le long des troncs d'arbres se charge en éléments minéraux. Et donc l'eau qui arrive au sol, en ayant coulé le long d'un tronc, n'a plus rien à voir avec l'eau qui arrive au sol en n'ayant pas été au contact de la végétation. Ça a l'air anecdotique, c'est très important pour les flux d'éléments minéraux. Donc regardez, voilà une équipe au travail. C'est le temps, vous savez, c'est le temps béni où l'écologie avait des moyens de travailler sur le terrain. Donc Duvigneau avait une douzaine de techniciens. Aujourd'hui, c'est très difficile dans un laboratoire d'écologie d'en avoir un demi. Donc c'est devenu extrêmement difficile à mener comme travaux. Et donc il va mesurer des biomasses, des productivités, et il va générer toute une série de figures qui sont des cartes de distribution des éléments minéraux dans les écosystèmes.
Donc ici, on change de perspective, on s'intéresse à la physico-chimie des systèmes vivants. Regardez, des distributions de biomasse dans des forêts de nos régions. Donc il faut se représenter ce que ça implique comme mesure fastidieuse. Donc il a fallu peser tous les composants du système, la strate herbacée, les litières, les buissons, les productions de fruits et de feuilles mortes, la moindre brindille a été pesée. Tout ça a été fait, et ce sont des chiffres qui sont des classiques de l'écologie. Ça, c'est une figure classique aussi, c'est le cycle des éléments minéraux dans l'écosystème forêt tempérée. C'est une figure qui est souvent reproduite, y compris dans les livres d'écologie américains, où on mesure ce qui circule dans le système, donc le recyclage des nutriments, je pense que vous avez entendu parler de ça quand même, les apports extérieurs par les précipitations et les sorties du système par les eaux d'infiltration. Tout ça va générer un ouvrage devenu très populaire que Duvigneau publie dans les années 60, la synthèse écologique, première édition début des années 60, dans sa forme définitive, années 70. C'est un livre à succès. C'est le premier livre de popularisation de la science écologique en français. Donc, très important dans l'histoire des sciences en francophonie. Il y a des figures là-dedans qui sont de très grands classiques que tous les professeurs de biologie utilisent encore en classe. Donc tout ce qui est sur ces figures reste parfaitement utilisable. Ce n'est pas parce qu'elles ont 40 ans qu'elles sont obsolètes. Ce sont des figures qui sont des classiques de l'enseignement. Il faut s'imaginer, comme M. Nehrink l'évoquait, le pouvoir de générer dans la tête des jeunes des représentations de la nature à partir de figures de grande qualité comme ceci. Ceci aussi. Alors ça, c'est typiquement un système écologique avec flux de matière et d'énergie. Alors en deux mots, les systèmes écologiques suivent les lois de la thermodynamique. Je vous le rappelle au passage. Ça veut dire quoi ça? Vous avez fait un peu de physique sûrement. Premier principe de la thermodynamique, tout ce qui entre doit ressortir quelque part ou se retrouver sous forme d'accumulation dans le système. Donc vous devez, à partir de ce qui est entré dans le système, ici c'est de l'énergie solaire, qui entre dans un écosystème, eh bien la somme de tout ce qui sort doit être très exactement identique à ce qui est entré. C'est le premier principe. Rien ne se perd, rien ne se crée. Très important pour comprendre le fonctionnement d'un écosystème. Donc tout ce qui est entré sous forme d'énergie lumineuse ressort sous forme de chaleur de respiration. Les plantes, les animaux respirent, c'est de la chaleur, c'est de l'énergie. Ou bien se retrouve sous forme d'accumulation de matière dans le sol, matière organique du sol, ou accumulation de matière végétale ou animale dans le système. Deuxième principe de la thermodynamique. Alors celui-là, en général, plus personne ne peut le répéter. Alors sa version simple, c'est quand vous transformez de l'énergie, une forme d'énergie en une autre, ça ne se fait pas avec une efficacité de 100%. Illustration. Quand vous transformez de la matière végétale en matière animale, ce n'est pas tout ce que l'animal a mangé comme plante que vous allez retrouver sous forme d'accroissement de l'animal. Il a dissipé du carbone en respirant, il a produit des déchets. Donc la transformation n'est jamais opérée à une efficacité de 100%. De sorte que toutes ces fuites d'énergie, vous les retrouvez sous forme de sortie de chaleur de respiration. Et en fin de compte, votre système, il a été alimenté par une énergie de haute qualité, la lumière, et puis, qu'est-ce qui restitue? De l'énergie dégradée, puisqu'il restitue de la chaleur. Ça, c'est le second principe de la thermodynamique.
Autre figure classique de la synthèse écologique, ici on passe à l'échelle planétaire. C'est la première représentation intégrative du cycle du carbone à l'échelle de la planète. Vous trouvez là-dedans la photosynthèse, les respirations de tous les composants du système et tous les flux et tous les stocks impliqués dans le cycle du carbone. Cycle de l'azote, même principe. Et donc Duvigneau va accorder une importance toute particulière à la qualité des figures. C'est l'époque où on peut avoir dans un laboratoire de sciences naturelles un dessinateur à demeure. Donc Duvigneau travaille avec un dessinateur professionnel qui est dans son équipe en permanence. Et il va produire en une vingtaine d'années des centaines de figures de ce type-là qui vont illustrer toutes ces publications. C'est aussi l'époque où le scientifique universitaire n'a pas peur de vulgariser les sciences et prend du temps à le faire. Donc Duvigneau va dans les sociétés scientifiques, y compris régionales, présenter ses travaux. Société botanique de Belgique. Aujourd'hui, pour présenter vos travaux, il faut aller sur la scène internationale et on ne se préoccupe plus du tout de savoir si l'homme de la rue autour de nous sait ce qui se passe dans les universités. À l'époque, ce n'est pas comme ça. Duvigneau passe du temps à faire de la vulgarisation scientifique. Alors regardez, ça c'est assez intéressant. 2 traductions de la synthèse écologique. La traduction en russe et ici la traduction, je crois que c'est du tchèque. Alors ça mérite un mot, une petite digression. Souvenez-vous, le livre fondateur de l'écologie moderne, c'est un livre américain, Odom. Vous imaginez bien que la science du bloc de l'Est, c'est l'époque, aujourd'hui, vous n'avez pas connu ça, c'est l'époque où la guerre froide structure le monde. Il y a un bloc de l'Est, un bloc de l'Ouest, qui ne se parlent pas. Un scientifique soviétique ne met pas les pieds aux États-Unis, et vice-versa. Et donc il était extrêmement difficile pour la communauté scientifique soviétique de traduire ou de s'inspirer d'un livre américain. C'était impensable. Et donc ce n'est pas le livre de Odom qui sera adapté dans le bloc de l'Est, c'est la synthèse écologique de Duvigneau. Donc on passe par le français pour retourner vers le russe, le tchèque, etc. Et donc la science, les jeunes écologues soviétiques des années 60 et 70 ont été formés finalement à l'école belge de Duvigneau à travers les traductions de ses livres. Duvigneau était assez fier de ça. Et il y a même une histoire que je raconte assez souvent. Donc, il connaît son apogée scientifique dans les années 70. Il est invité aux États-Unis. Duvigneau était un provocateur. C'était un non-aligné au sens noble du terme. Et donc, invité aux États-Unis pour présenter les acquis de ses travaux sur la productivité en Belgique, il va devant un parterre d'écologues américains certainement réunis pour glorifier l'écologie américaine. Il va se présenter comme le porte-parole de l'écologie soviétique. Et il va se présenter comme l'héritier scientifique de Vernadsky. Donc Vernadsky, c'est un homme extrêmement important dans l'histoire des sciences. C'est probablement le plus grand savant que l'Union soviétique ait produit. Donc Vernadsky, c'est lui qui invente la biogéochimie, c'est-à-dire l'étude des cycles des éléments. C'est lui qui crée le mot biosphère. C'est lui qui invente aussi, j'y reviendrai, le mot noosphère, la sphère du savoir humain. Vernadsky était totalement inconnu de la science américaine. Vous imaginez, c'est un monument de l'histoire des sciences, publié en russe et en français, donc les Américains ne le lisent pas. Et Duvigneau, en 71, invité aux États-Unis, va se déclarer, se proclamer l'héritier scientifique de Vernadsky. Il fallait quand même oser le faire. Et donc Duvigneau a été, par le jeu des circonstances,
une espèce de maillon de chaînon entre la science soviétique et la science américaine. C'est assez amusant que la Belgique ait joué ce rôle à un moment donné. Alors vous allez me dire, on n'a toujours pas parlé d'écologie urbaine, c'est vrai, on y arrive. Et donc dans la dernière phase de sa carrière, il est de plus en plus intéressé par intégrer l'homme. Souvenez-vous d'où on est parti. Hein. On est parti de quelqu'un qui est une espèce de ramasseur de pâquerettes, hein, j'exagère, hein, et qui maintenant va intégrer l'homme dans des systèmes. Et il va développer ce que j'appelle une écologie des champs et des villes. Il va s'intéresser aux agrosystèmes, à l'agronomie. Il fonde l'agronomie à l'ULB. Donc les études d'agronomie à l'ULB, c'est Duvigneau qui les crée dans les années 70. Il va étudier des systèmes agraires exactement comme il étudiait les forêts. C'est la même chose. Le champ de maïs s'étudie avec les mêmes outils que la forêt. Et les représentations du système sont les mêmes. Ce sont des flux, ce sont des cycles, ce sont des quantités de nutriments qui circulent, qui entrent et qui sortent du système. C'est la même chose. Les concepts, ça veut dire qu'on a dégagé des concepts unificateurs. À partir du moment où vous pouvez étudier avec les mêmes méthodes, les mêmes outils, une forêt, un champ de maïs et puis bientôt une ville, c'est que vous avez dégagé des principes généraux. Encore une autre figure de Duvigneau, c'est une exploitation agricole qu'il a étudiée à miroir, avec tous ces éléments, hein, la pâture à vache, le champ, le pré de fauche, la forêt, l'apport d'énergie fossile, etc., etc., etc. Donc il étudie les agrosystèmes dans les années 70. Puis évidemment, des agrosystèmes aux écosystèmes urbains, il n'y avait qu'un pas. Et le pas est franchi en 74. Donc en 74 a lieu à Bruxelles un colloque, colloque international, je lis avec vous, organisé par l'agglomération de Bruxelles en 74 sous l'égide de l'échevin de l'environnement de l'agglomération de Bruxelles. Et c'est Duvigneau qui est évidemment la vedette scientifique de ce colloque et qui va développer sur Bruxelles exactement les mêmes approches que sur les forêts et les champs dont nous avons parlé. Et il va produire cette figure-ci qui est, je trouve, une de ses plus fascinantes. Vous pouvez regarder ça pendant des heures, vous y trouvez toujours matière à réflexion. Donc c'est Bruxelles, vous reconnaissez le transect, tiens, regardez, le transect. Duvigneau étudiait déjà des transects sur des collines de cuivre dans les années 40, il termine sa carrière sur un transect dans la vallée de la Seine, vous reconnaissez les esquisses de quelques bâtiments de Bruxelles, et il mesure sur Bruxelles tout ce qu'on pourrait mesurer sur n'importe quel écosystème. L'entrée d'énergie, c'est le flux d'énergie solaire, la transformation de cette énergie et sa sortie sous forme de chaleur, les entrées, les importations d'aliments, d'énergie fossile, les sorties d'immondices, les sorties de matière par les égouts. Vous voyez que tout y est, absolument tout y est. Il y a des tas de chiffres amusants là-dessus. Je me souviens quelque part avoir lu qu'il avait été jusqu'à estimer le poids total des crottes de chiens sur Bruxelles, à un moment donné. Enfin voilà, donc il a mesuré tout ce qui était mesurable. Et il va enchaîner sur Charleroi. 2 ans après, la même méthode est appliquée à Charleroi. Ces figures sont toujours des références. Ça ne veut pas dire que tous les chiffres sont toujours vrais, loin de là, mais justement, c'est intéressant de voir qu'en fait, des tas de choses ont changé, notamment, qu'est-ce qui a pas mal diminué? On doit trouver quelque part des flux de soufre qui ont très fort diminué, puisqu'on utilise beaucoup moins de combustibles fossiles riches en soufre en particulier. Et donc, on arrive petit à petit au terme de l'histoire. Il va, en 74, je crois, avoir la chance extraordinaire de pouvoir monter sur un dirigeable qui survolait Bruxelles, un dirigeable publicitaire, je pense, qui accepte de l'embarquer et il va photographier Bruxelles, en toutes sortes d'ailleurs de techniques photographiques. Ici, vous voyez, avec une technique qui met en évidence
les densités de feuillage notamment. Il va couvrir Bruxelles. On a toujours, cette banque d'images existe. Hein. Toutes ces images, si ça vous intéresse, se trouvent pas loin d'ici. Elles sont au CIVA, Centre international pour la ville et l'architecture, des centaines de photographies aériennes de Bruxelles dans les années 70. Et avec ça, vous voyez qu'il y a quand même toujours l'œil du botaniste. Ici, on n'est plus en une photo aérienne, on est au sol. Duvigneau continue à s'intéresser aux végétations en ville. Il se passionne en fin de vie, en fin de carrière, pour les terrains vagues bruxellois. Et donc, c'est devenu pour lui l'exemple type de la nature dont il rêve. Hein. Donc, il va mesurer des productions de matière dans les terrains vagues bruxellois. Et puis, il va produire une carte, qui est un grand classique de l'histoire de l'écologie urbaine. C'est la fameuse carte de verdurisation de Bruxelles, qu'il dessine à partir notamment de ses photos aériennes. Donc, il distingue toute une série de niveaux de verdurisation à Bruxelles. C'est une carte intéressante pour sa valeur historique aujourd'hui. Hein. Eh bien voilà, je suis arrivé au terme de mon histoire. Vous voyez qu'on était parti d'un botaniste intéressé uniquement par les plantes, et on arrive à quelqu'un qui se préoccupe profondément de l'intégration de l'homme et des systèmes anthropisés dans la nature. Merci beaucoup de votre attention. Séance de questions. Qui lance le principe, la première question. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Vous savez, j'ai l'habitude de m'adresser à des auditoires de sciences. Donc ici, c'est un public très différent. Vous venez d'horizons variés. Donc il y a probablement des moments où j'ai été trop compliqué, d'autres pas nécessairement. En tout cas, moi j'ai une question. Le document du colloque de Duvigneau sur Bruxelles ne comporte quand même pas que un schéma, et je voudrais savoir si de manière récurrente il faisait uniquement des coupes ou à un moment donné il mettait en place la cartographie. J'entends la dernière carte, mais j'ai l'impression que ça c'est une autre nature de travail. Je voudrais savoir si au-delà de cette fameuse grande coupe, est-ce qu'il y avait des préconisations sur l'écologie plus urbaine de la, et là, en l'occurrence, de la région suédoise, plus pratique. Est-ce qu'il y avait des actions qu'il demandait de mettre en œuvre? Oui, c'est-à-dire que Duvigneau préconisait de maintenir en ville un niveau de verdurisation suffisant. Parce qu'il défendait déjà l'idée que la nature en ville rend un service à l'homme, rend une série de services, on appelle aujourd'hui des services écosystémiques, notamment en termes de bien-être, en termes d'équilibre psychique de la population. Donc il y a une préoccupation d'emblée chez lui à ce niveau-là. Alors de là à dire que ça aboutit à des recommandations concrètes, c'est difficile à dire. Il était surtout un avocat du maintien d'une ville verdurisée, ça certainement, et il se préoccupait de ce que cette nature en ville pouvait éventuellement produire pour l'homme habitant la ville, ça oui. Alors des représentations cartographiques autres que la carte que j'ai montrée là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Il s'était amusé à étudier les dates de floraison, toute une série d'arbres en ville, comme indicateur du climat urbain. Il avait montré que les marronniers, notamment, fleurissent ou produisent leurs feuilles à des moments très différents à Bruxelles, en fonction de la position en ville, en relation avec le climat urbain et la transformation du climat urbain par l'environnement bâti. Il avait montré que ça aboutissait à des choses très étonnantes dans la végétation. Ça, il en avait fait des cartes. Il avait tracé des cartes de niveau de pollution à Bruxelles en examinant les lichens.
lichen bioindicateurs de pollution. Donc il avait dessiné une série de cartes de niveau de pollution et de retombées de poussière à Bruxelles. Ça oui, ça il avait fait. Il ne faut quand même pas oublier que l'écologie urbaine arrive très tard dans sa carrière, et donc ça représente les quelques dernières années de son activité. En fait. Il aurait eu 10 ans de plus, je pense qu'il aurait fait d'autres choses. Il y a eu un continuateur, il y a quelqu'un qui a pris sa place et qui... Alors ça c'est une très bonne question. Qui a continué ces mesures, cette cartographie Alors, excellente question. d'analyse urbaine du même type. La réponse est non. Il n'y en a pas eu. Alors, très curieusement, en fait, Duvigneau a eu plusieurs successeurs à l'ULB qui ont chacun repris un segment de ce qu'il enseignait et de ce qu'il étudiait. C'était très... faisait tout. Duvigneau, il avait 700 heures de cours. C'est démentiel. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu de poursuite dans la voie? Alors là, on tombe sur les aspects de la personnalité de Duvigneau. Donc, Duvigneau était une personnalité, disons, forte. C'est-à-dire quelqu'un qui, probablement, n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu susciter le développement très très près de lui de quelqu'un qui aurait pu continuer ce qu'il faisait. C'était l'époque des chasses gardées, où chacun délimitait son précaré, et Duvigneau a eu, je pense, ce grand tort de ne pas former un successeur, tout au moins dans le domaine de l'écologie urbaine. Par contre, je vais tout de suite nuancer, le prolongement de ce que Duvigneau c'est évidemment ce qui s'est développé au niveau de l'IGEAT. Donc tout le segment, c'est quelque chose de très important, ça. Tout le segment environnement qui était étudié par Duvigneau, c'est-à-dire à la base un botaniste, un écologue, le segment environnement s'est détaché et a formé une entité en soi, qui est devenue à l'université l'Institut pour la gestion et l'aménagement du territoire, qui a repris les aspects environnementaux de la recherche écologique. Donc la continuation, c'est là que je la verrai effectivement, dans une forme appliquée, une forme d'expertise, etc. Mais en faculté des sciences, pas tellement. Non. Il faut aussi dire, comme je l'expliquais, que la mesure de la production, ça demandait énormément de personnel de terrain. Aujourd'hui, c'est impayable au sens premier. Et en plus, les méthodes ont changé. Vous savez qu'aujourd'hui, pour mesurer la productivité, on le fait par télédétection. Donc on a développé des méthodes satellitaires de mesure des productions primaires des écosystèmes. Donc il est beaucoup moins nécessaire aujourd'hui d'aller sur le terrain et couper des arbres. Donc ce secteur-là d'activité, c'est une page de l'histoire de l'écologie. Ce qui s'est prolongé, c'est sa préoccupation concernant les métaux lourds. Donc, depuis toujours, s'est intéressé aux contaminations métalliques, comme vous l'avez vu, au Katanga. Il a continué ça en Belgique, je n'en ai pas parlé. Il était chimiste aussi au départ. Et ça, nous continuons à faire. Donc, il y a toujours un axe de recherche en faculté des sciences sur les écosystèmes contaminés par les métaux lourds. Ça continue d'exister. Et l'aspect bruxellois à l'ULB, connaissance du territoire bruxellois, à partir de la coupe qu'il a faite et le pourcentage de végétation nécessaire en région bruxelloise, la connaissance des entrants et des sortants. Est-ce qu'il continue d'y avoir une connaissance de ce type C'est une très très bonne question. Je ne peux pas y répondre complètement. Je pense qu'il faudrait aller voir d'un peu plus près ce qui se passe à l'IGEAT. Donc c'est là que ça se passe très certainement. Plus tellement en faculté des sciences, parce qu'en fait, pour étudier ça, on est très proche des sciences sociales, des sciences du territoire, etc. Donc c'est de la géographie humaine aussi. Donc je ne sais pas trop en fait. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas trop. Il faudrait aller voir ce qui se passe au niveau de l'IGEAT. Axel Quelqu'un qui aujourd'hui ferait des études en faculté des sciences, par exemple, et suivrait, disons,
formation ou une spécialisation dans les domaines liés à l'écologie? Comment il gagne son pain? Alors, comment il gagne son pain? Vaste question. Donc, il y a, là je vais vous faire un inventaire de carrière. Il y a évidemment l'inventaire des carrières liées à la recherche académique dans les institutions de recherche et d'enseignement, supérieures, universitaires ou non. Et puis, il y a quand même tout le secteur de l'expertise. Les études d'impact. Hein, les études d'impact mobilisent énormément de gens qui ont une formation en écologie, d'écologues. La mise en œuvre des grands programmes de conservation, notamment la biodiversité. La mise en œuvre de la restauration écologique. Aujourd'hui, on est dans une phase où on est capable de reconstruire des écosystèmes. On fait de la restauration écologique, de la remédiation environnementale, on utilise des plantes pour résoudre des problèmes de pollution. Donc ça mobilise aussi pas mal d'écologues qui ont ce type de formation. Ça, c'est les différentes choses que je vois de prime abord. Il y en a très certainement pas mal. Dépollution des sols? Oui, bien sûr. Toute la dépollution des sols de l'IBGE, j'imagine. La dépollution des sols implique, à un moment donné, des compétences en écologie fondamentale et appliquées. Oui, sûrement. Est-ce qu'il suffisait seulement de faire des schémas explicatifs et de se rendre compte de ce qui existait, ou est-ce qu'il a aussi essayé de lancer des projets? Alors, lancer des projets, ouais. C'est-à-dire que c'est lui qui est quand même l'initiateur du programme de mesure de la productivité primaire en Belgique, l'initiateur de la section belge du programme biologique international. Ça, oui, très certainement. Donc là, il a eu un rôle leader à ce niveau-là. N'oubliez pas qu'on est encore à une époque où la recherche dans les universités n'est pas tellement financée par les fonds extérieurs. On est encore dans des universités qui ont les moyens internes de développer leur recherche. Aujourd'hui, un laboratoire de recherche en écologie, les ressources internes à l'institution, c'est 1% de ce dont il a besoin. Donc aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher le projet, etc., à l'extérieur, des fonds. À l'époque, c'était un peu moins vrai. Un peu moins vrai. Je crois que si je peux préciser la question, parce que je crois qu'il n'a pas eu sa réponse. Est-ce que Duvigneau se limitait à être dans la description, ou est-ce qu'il rentrait dans une forme d'action, par exemple, en proposant le développement de politique, en proposant des aménagements, en proposant des solutions pratiques? Oui. C'est à ça que je pensais, mais j'ai mal ciblé. Ok. Donc Duvigneau, en fait, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on lui a parfois reproché, était quand même très fort mouillé en politique. Pas trop d'abord dans une perspective environnementale. Duvigneau était un défenseur de la cause francophone. Et donc il était très bien introduit au niveau du FDF de l'époque. Et c'est d'ailleurs ces appuis, je pense, au niveau du FDF, qui parfois à Bruxelles l'ont aidé à développer un peu l'écologie urbaine à Bruxelles. Alors, est-ce qu'il a... oui, ben, quand vous croisez quelqu'un comme Didier Gossuin, bourgmestre d'Auderghem, Didier Gossuin a été formé, influencé profondément par Duvigneau et déclare volontiers que sa politique, au niveau communal et régional, en tant que ministre de l'Environnement, était profondément influencée par la pensée de Duvigneau. Donc, à ce niveau-là, oui, Duvigneau a formé toute une série de gens qu'on retrouve aujourd'hui au plus haut niveau, à différents niveaux de pouvoir, y compris à la Commission européenne, etc., des gens qui sont des acteurs importants de la mise en œuvre des politiques d'environnement au niveau européen, fédéral, régional, etc. Donc, de ce point de vue-là, oui. Et pour prolonger cette émission, est-ce qu'il a fait des schémas futuristes, je veux dire, où, par exemple, dans 10 ans, moi je pense que les quantités de flux vont changer. Donc il y a... Donc, je devrais chercher la figure. Il y a 2 ou 3 figures de ce type-là. Il y en a une assez amusante où il rêve un peu, il compare le paysage horrible généré par l'industrie des années 60 et 70 avec un paysage idéal. Donc c'est la même image, mais
relooké par un écologue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'érosion, il y a des couvertures végétales partout, les berges des canaux ne sont pas bétonnées, elles sont laissées naturelles, les villes sont verdurisées, donc il y a une image comme ça. Et puis alors en toute fin de vie, il s'est piqué un peu de philosophie à un moment donné, là, comme beaucoup de scientifiques en fin de vie, on commence à faire de la philosophie. Et il était presque quand même devenu un peu lourd par moments, hein, parce qu'il parlait d'amour à propos de tout. Hein, donc finalement, hein, la nature, la conservation des écosystèmes, l'homme, l'amour, etc. C'était une vision matérialiste, hein, rassurez-vous. Hein, Vigneault n'était d'aucune manière une espèce de déiste. Hein, mais il voyait une espèce de grand syncrétisme entre l'humanité, la nature, les écosystèmes. C'était un peu une dérive de fin de vie, je crois. C'est un peu naïf. C'est un peu naïf. C'est un peu naïf. Aujourd'hui, quand on lit, il faut lire les 10 dernières pages de la synthèse écologique, là, il fait un petit peu de prospective, ce que vous dites là. Il réfléchit et il rêve un peu. Il réfléchit d'un monde qui serait régi par les principes de l'écologie. C'est très très beau. Hein. Il mettait en place une morale écologique. Duvigneau se préoccupait d'enseignement de la morale laïque. Et donc il voulait imprégner la morale laïque de principes d'écologie, c'était très noble, mais extraordinairement naïf. Il imaginait une gestion planétaire intégrée des ressources de la planète. Une vision de rêve, quoi, mais totalement en déphasage par rapport aux réalités géopolitiques et à toute une série d'autres contraintes sur l'humanité. Hein, il rêvait aussi d'une régulation très forte de la démographie, il se préoccupait très fort de surpopulation. Ça a choqué. Hein, il y a une ou deux phrases dans la synthèse écologique qui choquent les gens. Il explique qu'il faut pratiquer une régulation très active des populations, c'est-à-dire en préconisant la contraception, à la limite même l'avortement, comme moyen de réguler les populations humaines. Il déraillait un peu par moments. Hein. En tout cas, voilà, là il sortait un peu de son champ de compétences. C'est souvent comme ça, hein, comme vous voyez, il y a pas mal quand même de grands scientifiques qui à un moment donné se piquent de philosophie, parfois en sortant un tout petit peu de leur champ de compétences. Moi je ne comprends pas comment on est passé de l'étude de la forêt, en écosystème forêt, au champ avec des intrants, et du coup à la ville, qui n'est pas un écosystème. Mais la ville est un écosystème. La ville est un écosystème. C'est important votre question. Hein. Donc l'écosystème, dans sa définition générale, c'est un système dans lequel vous avez des producteurs, des consommateurs, des entrées d'énergie et de matière, des sorties d'énergie et de matière. Définition très générale, ça s'applique à tout. N'imaginez pas que le mot écosystème ne désigne que des forêts ou des prairies avec des petits lapins. Hein. Le mot écosystème, c'est un concept de thermodynamique pratique. Alors comment on passe de la forêt au champ? Je pense que Duvigneau se préoccupe de plus en plus de la place de l'homme dans la nature. Donc nécessairement, il faut s'intéresser à l'alimentation humaine, à la production végétale et animale. Hein, l'homme se nourrit très peu des produits de la forêt. Donc à un moment donné, je pense que Duvigneau sort très naturellement de la forêt pour s'intéresser à des systèmes agricoles. Puis il se rend compte que quand on étudie un système agricole, il faut intégrer des énergies fossiles dans le système. Parce que dans un système agraire, on fait entrer du carburant pour faire tourner les tracteurs. Et de fil en aiguille, une ville, c'est aussi un écosystème. Il y a des entrées de matière et d'énergie, des sorties de matière et d'énergie. Et Duvigneau était enraciné à Bruxelles. Je pense qu'il y a aussi là peut-être le contexte régional, politico-régional, hein, il se préoccupait très fort de l'avenir de Bruxelles. Et donc tout naturellement, il s'est intéressé à l'écosystème bruxellois. On va essayer de ce qui vient de demander. L'étude qui fait sur Bruxelles est faite avant la régionalisation de Bruxelles. Autrement dit, à un certain moment, il a dû fixer ses limites. Je crois qu'elles ne correspondent pas aux limites de la région bruxelloise actuelle. Mais le problème de la ville comme écosystème présuppose qu'à un certain moment,
on fixe une limite moins physique où on mesure ce qui rentre et ce qui sort. Alors, Bruxelles est une grande ville, elle est relativement insérée dans des réseaux globaux. Est-ce que selon l'endroit où on fixe cette limite, les observations changent, puisque les proportions des entrants et des sortants sont différentes? Oui, donc la réponse est certainement oui. Et là, il y a des contraintes, je dirais, extrêmement pratiques. Si on veut avoir des chiffres sur des entrées et des sorties, je ne sais pas moi, des sorties d'immondices, des entrées, etc., c'est intéressant de le faire à l'échelle des communes et donc de territoires politiquement délimités, parce que là, vous aurez une administration derrière qui pourra fournir des chiffres. Si vous décidez que le territoire ne suit pas exactement les limites politiques du système, ça devient très difficile d'obtenir des informations chiffrées portant sur le territoire que vous avez délimité vous-même. Donc là, il faut aussi se plier à des contraintes qui ne sont pas trop scientifiques, mais purement pratiques. Parce que j'ai plus ou moins répondu à votre question. À l'époque, effectivement, pas de région Bruxelles-Capitale, mais il y avait l'agglomération. Avant la région, il y a eu l'agglomération, qui avait, je pense, à peu près les mêmes contours que la région. Les 19 communes. C'était les 19 communes, je pense. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop différent. Moi j'ai une question sur les archives du Vignon. Ah, oui. Est-ce que tout est conservé? Et donc j'ai l'impression qu'on a peut-être eu un survol rapide, mais qu'il y a peut-être encore une sorte de richesse incroyable de ce qu'il a dit, de ce qu'il a pensé, de ce qu'il a produit. Et je voudrais savoir si tout ça est utilisé pour l'instant à l'ULB. Est-ce qu'il y a 10 chercheurs qui sont en train de travailler sur la mise, exhumer cette pensée, ce travail Alors, plusieurs éléments de réponse. Donc il y a des archives qui sont conservées à l'université, et puis il y a eu la création d'une ASBL, d'une fondation, Centre Paul Duvigneau de documentation écologique, qui s'efforce de rassembler un peu tout ça, qui est installé au CIVA. Il y a un centre de lecture là-bas qui regroupe tous les livres de la bibliothèque personnelle de Duvigneau, des documents d'archives. Il y a, voilà, donc il y a plusieurs endroits où se concentre un certain nombre de fonds documentaires qui sont sous-exploités sans aucun doute. Sans aucun doute. Parce que il faut des gens, en fait. Il faut des gens qui soient à l'interface du monde scientifique, mais aussi du monde des bibliothécaires et des archivistes. Parce que dépouiller des fonds d'archives, ça nécessite quand même un savoir-faire particulier. Donc ça veut dire qu'ils ne sont même pas encore classés? Ils sont en partie classés, mais pas complètement en base de données, par exemple. Non, c'est vrai. L'inventaire analytique exhaustif n'est pas fait. Il y a encore une masse de choses à son domicile privé. Donc sa veuve est toujours vivante. Il y a toujours énormément de choses à la maison, des tas de manuscrits qu'il écrivait du matin au soir. À l'époque où on n'utilisait pas l'ordinateur, on écrivait à la main. Donc il y a des milliers de pages manuscrites. C'est ça aussi que c'est difficile à dépouiller. Vous ne pouvez pas très facilement faire une recherche online sur des documents pareils. Même si vous digitalisez les documents manuscrits, après, c'est difficile à étudier. Mais il y a un potentiel, effectivement. Aujourd'hui, ce sont des travaux qui sont peu valorisés, la recherche, la valorisation d'archives, voilà, c'est pas très très bien payé en termes de carrière scientifique, je veux dire. Obtenir une bourse de doctorat pour travailler là-dessus, c'est pas évident. Pas évident. Il y a eu des essais? Bonne question. Je ne sais pas trop. Je pense pas. Je pense pas. Il y a eu des essais probablement pour d'autres hommes de sciences que Duvigneau. C'est jamais très facile à obtenir. Encore une question? Oui. À la fin de sa carrière, il prenait en compte les terrains vagues. Est-ce que c'était une prise en compte vraiment en termes de biodiversité, quelque chose d'extraordinaire pour la vie? Quelle était sa relation? Et aujourd'hui, peut-être, comment on considère la biodiversité en vie, son importance et en termes de conservation aussi? Nous, on est des futurs acteurs du territoire et on a des projets à faire en ville. Et du coup, voilà, cette biodiversité, est-ce que c'est vraiment un réservoir de biodiversité?
Enfin, il y a des théoriciens qui pensent vraiment ça, ou est-ce que c'est la biodiversité opportuniste, spontanée? Enfin, voilà, quel est votre lien? Vaste question. Ouais. Je vais essayer de résumer très fort. Donc Duvigneau s'intéressait surtout aux terrains vagues, figurez-vous, envahis par les plantes exotiques envahissantes. Vous avez vu cette photo-là avec les solidages tout jaunes, là, les plantes exotiques envahissantes. C'était avant qu'on s'inquiète beaucoup de ce problème des plantes envahissantes. Duvigneau était même très provocateur. Il disait, moi c'est ça que je préfère, parce que c'est ça qui produit beaucoup. Hein. Il aimait bien la biomasse. C'était devenu presque une manie. Il voyait dans les écosystèmes, il voyait tout de suite les chiffres. Combien de tonnes de carbone, combien de production. Et donc pour lui, un terrain vague avec des renouées du Japon, des solidages, c'était magnifique. Un champ d'ortie fabuleux. Hein. Ça c'est le premier élément de réponse. C'était son côté un peu provocateur, excessif. 2. Le mot biodiversité n'existait pas. Le mot biodiversité a été forgé en 80. Donc Duvigneau n'utilise jamais ce mot. Mais bien entendu, le concept derrière existait. Il ne s'est jamais préoccupé, je pense, si, une exception. Il a défendu avec acharnement le Kolberg. Vous connaissez le Kolberg? Un site fameux à Uccle. Donc là, oui. Donc là, ça me permet de rebondir sur votre question. Oui, il avait fait de la conservation du Kolberg son cheval de bataille ultime. Ça, c'est dans les années 80, après sa mise à la retraite. Hein, c'est marrant comme parcours. Hein. Donc, dans les années 40, il est en Afrique. Et puis, de plus en plus, il se rapproche du terroir. Hein. C'est les forêts de Belgique, c'est Bruxelles, et puis c'est pas Bruxelles, c'est le Congo. Et c'est les jardins autour de sa maison à Boisfort. Il s'intéresse de plus en plus à des unités de nature très anthropisées, très proches de l'homme, d'une certaine manière. Donc il va défendre le Kolberg avec acharnement, participer à des actions de sensibilisation, écrire des articles de vulgarisation pour défendre la conservation d'espaces de nature en ville. Ça, oui. Dernière partie de votre question, la vaste question de la conservation de la biodiversité en ville. C'est une question compliquée. Donc je pense qu'on a tout de même montré que les villes où existe une qualité de biodiversité, en général, dans ces villes-là, le bien-être subjectivement déclaré par les gens est plus important. Après, ce ne sont que des corrélations. Hein. Vous savez que les corrélations, il faut s'en méfier. Parce que probablement, les villes où il y a une nature de qualité, il y a aussi des tas d'autres trucs de qualité. Si les gens ont un sentiment de bien-être important dans ces villes-là, c'est peut-être pas uniquement parce qu'il y a des petites fleurs et des petits oiseaux. Je suis quand même un grand défenseur de la nature, mais il faut rester quand même un peu nuancé. Je pense, ça c'est mes racines botaniques, que en moyenne quand même les gens se sentent mieux dans un environnement avec un niveau de verdurisation correct et de qualité. Il y a une série de travaux qui ont été faits, enfin il y a des classiques. Hein. On a étudié, vous avez tous entendu ça, hein, le temps nécessaire à guérir un opéré en hôpital, selon qu'il a une fenêtre d'hôpital avec vue sur espace vert ou vue sur espace gris, bâti. Il y a une différence significative. Hein. On guérit plus vite une intervention chirurgicale quand on est dans un environnement verdurisé. Il y a des tas de travaux qui vont un peu dans ce sens-là. Donc je suis assez intimement convaincu de ça. Il faut maintenir en ville une nature de qualité. Pour y arriver, ça c'est compliqué. Parce qu'après, il y a les grands principes, et puis après, il y a la loi du marché. Hein, quand il y a un espace en ville non bâti, son destin le plus probable, c'est d'être un jour bâti. Donc c'est très difficile, avec des arguments de conservation de la nature, de contrecarrer un mouvement général d'urbanisation. Je le déplore. Il y a un cas à Bruxelles actuellement, vous connaissez certainement ça beaucoup mieux que moi. Donc là, probablement, je vais dire des bêtises, mais il y a un besoin en logement à Bruxelles apparemment. Et donc il y a une politique de construction de logements qui est occupée à sacrifier des espaces verts de qualité. Et ici, je parle de quelque chose que je connais très très près. Hein, vous connaissez l'histoire de la plaine des manœuvres à Etterbeek. Hein, on va construire du logement sur un espace vert où il aurait mieux valu pas le faire. Mais
À un moment donné, comment est-ce que vous mettez en balance un besoin légitime de logement avec des considérations de qualité de la nature en ville? C'est très délicat. Et malheureusement, la loi du marché, elle pèse lourd. Et les solutions. Nous, ici, on cherche des solutions. Oui. Bernard Dupré. Vous parlez par exemple, de poches résistantes. Oui. Est-ce qu'il existe, est-ce que d'un point de vue de la biodiversité, la question des tramways, la question des armatures urbaines qui accompagnent la ville, est-ce que ça a cette code ou bien est-ce qu'il faut des masses critiques, est-ce qu'il faut une densité critique? Question très importante, qui est très étudiée. Donc, il y a une grosse littérature dans les 10 dernières années sur la manière d'organiser la nature en ville. Et donc, en gros, on sait qu'il faut maintenir effectivement des poches significatives qui servent en quelque sorte de refuge, de sources. C'est la théorie des sources et des puits. Vous avez entendu parler de ça. Si vous avez eu un cours avec M. Mailly, vous avez dû entendre parler de ça. Donc, des éléments de nature qui servent à approvisionner le système. C'est les sources. Et puis vous avez les puits, c'est-à-dire l'émiettement de cette nature diffuse en ville, qui dépend de manière critique d'une recolonisation continuelle par ces sources. Donc il faut des systèmes de communication entre tout ça. C'est la notion de réseau. Et je pense que ça, c'est assez bien établi. Alors après, savoir exactement le fine-tuning des paramètres du réseau, combien il faut de kilomètres d'éléments linéaires par kilomètre carré, etc. Ça, je sors de mon domaine de compétences, très difficile à établir. Souvent, on le découvre quand c'est trop tard. Ah ben oui, là, on a supprimé plein d'éléments linéaires et il y a effondrement démographique d'une série d'organismes en ville. Là, c'est trop tard. C'est certain qu'il faut préconiser, il faut sortir en ville des schémas un peu classiques qui consistent à privilégier trop fort la petite plante rare. Donc le concept de qualité de la nature en ville, je pense, doit être un peu différent de ce qu'on ferait à la campagne. En ville, les éléments de nature intéressants, ce n'est pas uniquement des trucs où vous trouvez des plantes très très rares, sinon il n'y a plus rien. Au Bruxelles, il reste très peu de plantes très rares. En quelques bois de la périphérie, oui. Au centre-ville, non. Donc, la notion de qualité de la nature doit être mesurée, je pense, avec peut-être d'autres métriques que le nombre d'espèces rares par mètre carré. Le nombre d'espèces totales est plus intéressant. La diversité fonctionnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, on a introduit beaucoup la notion de redondance entre espèces. On sait que les systèmes écologiques vont mieux quand vous ajoutez des espèces. Ça, c'est très important. Quand vous ajoutez des espèces dans un système écologique, en général, ces performances vont s'améliorer. Pas linéairement, il ne faut pas rêver. Il y aura plateau. Par contre, on sait qu'il ne faut pas ajouter n'importe quelles espèces. Il est mieux d'ajouter dans le système des espèces qui ne sont pas redondantes avec d'autres. Vous connaissez ce concept de redondance? La redondance, c'est en fait le fait que vous avez deux espèces qui font pratiquement la même chose dans votre écosystème. Là, à la limite, vous en perdez une, c'est pas trop grave. Par contre, si vous avez des espèces qui font des choses différentes dans votre écosystème, là, si vous commencez à en perdre, ça devient grave. Si vous en ajoutez, vous améliorez la performance du système. Donc c'est le concept de redondance. On travaille beaucoup là-dessus. Pas facile. C'est quoi, par exemple, quand vous devez concevoir un alignement de végétation, une plantation d'arbres en ville, il est quand même toujours intéressant d'essayer de ne pas mettre uniquement des arbres qui fleurissent à la même date. De ne pas mettre uniquement des arbres, j'utilise des exemples délibérément très simples, de ne pas mettre uniquement des arbres qui sont pollinisés uniquement par telle espèce d'insecte. Essayer de diversifier les fonctions. De ne pas mettre de plantes qui vont perdre toutes leurs feuilles au même moment. Donc il faut essayer d'avoir de la diversité de fonctionnement des plantes dans votre système, et des animaux aussi. Ça, c'est la notion de diversité fonctionnelle. Donc,
quand on restaure un système, on peut reconstruire les écosystèmes, on essaye de viser à cette diversité fonctionnelle. Donc on doit pour ça disposer de listes d'espèces avec des attributs biologiques. Hein, votre liste de plantes disponibles pour faire de l'architecture du paysage et de la reconstitution d'espaces verts. Vous avez une liste d'espèces, elles ont des attributs en termes de qui les pollinise, comment est-ce qu'elles se dispersent, est-ce que leurs fruits sont mangés par un animal, est-ce qu'elles fleurissent tout en même temps, est-ce que. Et donc, reconstruire un espace vert, ça doit se faire, je pense, ça c'est ma vision naïve d'écologue et botaniste, en tenant compte des attributs de vos espèces. Pas uniquement de leur disponibilité chez les pépiniéristes. Peut-être après réfléchir un peu plus et se dire, bon, ici j'ai déjà 3 espèces pollinisées par des hyménoptères actifs au mois de mai, peut-être essayer de faire autre chose ensuite, en mettre d'autres. Donc se préoccuper du fonctionnement. Donc aussi on a des parasites qui mangent les marronniers. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place pour essayer justement de trouver d'autres... Alors, bonne question. Là, je sors un tout petit peu de mon domaine de compétences. C'est très difficile de lutter contre cette question. Et en fait, il existe des variétés résistantes chez les marronniers. Il peut exister des souches résistantes, peut-être des espèces résistantes. On plante toujours le marronnier d'Inde. Il existe d'autres espèces de marronniers. Souvent, là, on va se heurter au fait que les alignements de marronniers en avenue sont classés. Vous connaissez l'exemple typique de l'avenue de Tervure. Les marronniers de l'avenue de Tervure, apparemment, c'est classé. Ça veut dire que quand ils sont morts, il faut planter des marronniers dont on sait très bien que 10 ans après, ils seront morts. Un peu une dérive de la notion de classement. Donc il faut travailler sur de la diversification d'essences, je pense. Moi, je n'ai pas une affection particulière pour le marronnier. Mais plus ou moins répondu à la question. C'est compliqué parce que en ville, on sait que beaucoup d'arbres sont sensibles à l'état de maladie. L'environnement urbain, il est générateur de stress pour les plantes. Parce que l'eau cultive bien au niveau racinaire, les sols sont compacts, il y a des poussières, le climat est changé. Donc tous ces arbres deviennent sensibles à des tas de maladies. Ça devient ingérable au sens propre du terme, surtout ne plus utiliser de produits chimiques avec raison. Donc les arbres dont on dispose, pas trop. Une dernière question peut-être? Il n'y en a plus? Eh bien, il me reste à vous remercier. C'est